Donc, voici mon titre, La philosophie pratique, un ensemble de questions pour l'examen de nos projets d'action. Plus concrètement, je vais vous faire passer dans un domaine de réflexion assez différent de celui qu'on vient de travailler, qui est celui de l'éthique du climat ou éthique des changements climatiques. Ce n'est pas un sujet qui est beaucoup traité, mais c'est un sujet qui commence à être traité d'une manière un peu systématique dans différents coins sur la planète. Donc, le plan de la présentation, ça va être celui-ci. Simplement un petit résumé de mon propos de manière générale, une introduction, et ensuite, je vais en venir à une petite présentation sur les lieux de la philosophie pratique, qui sont en fait des questions de la philosophie pratique. Et concrètement, ce que je vais faire, dans le fond, c'est donc développer une version de ma conception de la philosophie pratique à l'heure où on se parle, et tester cette conception de la philosophie pratique sur la base d'un projet de recherche-action que je suis en train de mener, qui est un projet de recherche en adaptation au changement climatique au point de vue régional. Et donc, c'est à la fois de vous présenter ce projet spécifique de recherche-action, mais aussi de me servir de ce projet pour expliciter et tester la vision que je développe actuellement de la philosophie pratique. Et vous voyez que, dans le fond, ce questionnement, donc ces lieux d'interrogation qui, pour moi, sont intéressants pour la philosophie pratique, ici, j'en énumère 6, un questionnement épistémologique, un qui est économique, un questionnement communicationnel, et ce n'est pas une version habermasienne du communicationnel que je développe ici, c'est une version que j'ai progressivement forgée à la lumière d'un certain nombre d'auteurs, tant en argumentation, en rhétorique que sur la question du dialogue. On pourra y revenir. Questionnement sur l'aspect esthétique également, sur l'aspect politique et sur l'aspect éthique. Alors, j'ai été frappé tout à l'heure par Jean-Philippe quand il disait il faut aussi que notre vision d'une discipline soit développée à partir du domaine d'intervention qui est le nôtre. Alors moi, c'est vraiment à partir de ce projet concret de recherche en adaptation au changement climatique qui m'est apparu que ces questionnements-là en particulier sont pertinents. Ça veut dire que si on avait d'autres projets d'action, il n'est pas sûr qu'il faudrait retenir ces questionnements-là. Il faudrait peut-être en trouver d'autres qui seraient plus appropriés. Donc, au fond, je pense que le questionnement de philosophie pratique, il est très, très lié aussi au genre de questions pratiques auxquelles on est confronté. Donc, le cœur de ce qui va être fait ici, ça va être de montrer que la philosophie pratique aurait pour contenu de poser un certain nombre de questions à des projets d'action que nous pouvons avoir. Donc, quand je parle de projets d'action ici, je me situe plus au niveau des projets collectifs ou des projets sociaux d'action. On peut dire que ce faisant, je déplace l'encyclopédisme habituel de la philosophie qui s'interroge classiquement sur le politique, l'éthique, l'épistémologie, la logique, etc., pour en faire essentiellement un ensemble de lieux d'interrogation. Je crois bien sûr qu'on peut relier ceci au pragmatisme, mais plus largement, on peut aussi faire un lien avec la théorie des lieux philosophiques, qui est appelée topique depuis Aristote et Isocrate notamment, mais qu'on va retrouver aussi chez quelqu'un comme Melchior Cano au XVIe siècle. Donc, ce projet qui va servir d'espace de discussion est celui que je dirige actuellement en adaptation au changement climatique avec des acteurs sur le terrain et concernant la MRC de Memphremagog qui se trouve dans le sud du Québec. Donc, s'il y en a peut-être qui étaient ici en 2016 à l'occasion des 25 ans des enseignements en éthique, j'avais fait une présentation sur la transformation de l'éthique à l'âge des changements climatiques et dans le fond, je suis un peu en continuité avec cette présentation. Donc, parler de philosophie pratique, c'est clair que c'est parler de l'action, c'est parler de l'agir. Ça m'apparaît incontestable. Qu'il s'agisse du plan moral, du plan politique, ou même de ce qui est de l'ordre de l'agir ordinaire qui ne pose aucune question spécifique. Donc, il faut certainement se demander, pour tout effort de philosophie pratique, de quelle façon il convient d'agir. Mais pour se poser la question de savoir comment agir, encore faut-il s'interroger sur l'agir lui-même, ce qu'il est. On va donc s'intéresser à ce qui le caractérise, quelles sont les conditions dans lesquelles on agit, comment l'action est structurée. Donc, cette première décision que j'annonçais tout à l'heure, faut-il s'intéresser aux actions singulières ou aux actions structurées? Moi, je choisis de considérer l'agir comme un ensemble d'actions coordonnées visant un ou des buts.
Bon. Et donc, selon cette conception, l'agir est un groupe d'actions. Alors, évidemment, il y a d'autres considérations à y avoir. Il n'y a pas simplement les fins qu'on vise puis les moyens qu'on utilise, donc les actions qu'on va choisir de prendre pour atteindre les buts qu'on s'est donnés. Il y a d'autres paramètres, comme bien sûr la question des valeurs, la question de l'intention, la question des effets prévisibles des actions qu'on va entreprendre, celle des risques qui sont encourus, celle des normes en vigueur. Donc, on voit déjà toute la largeur de ce qui est possible d'interroger du point de vue de la philosophie pratique, donc d'où l'intérêt de se restreindre à des choix particuliers. Alors, précédemment, j'avais fait une revue de littérature sur la question de la philosophie pratique pour voir un peu quel sens donner à cette expression-là. C'est pas en anglais et en français, manifestement, qu'on travaille le plus sur cette notion-là. Il y a une vaste tradition en Italie avec, je parlais tout à l'heure de Vico. Il y a également, bien sûr, Aristote chez les classiques. Il y a John Stuart Mill. Il y a un paquet d'auteurs qui ont travaillé et qui continuent de travailler là-dessus. On se souviendra que chez Aristote, il y avait une réflexion sur, bien sûr, la connaissance qui était considérée comme apodictique, mais par opposition à ça, on disait dans le domaine de l'agir, donc tout ce qui concerne l'éthique, la politique et aussi l'économique, on a plus d'incertitude, on n'est pas dans des savoirs apodictiques, donc c'est la raison pratique. Et à cet égard-là, on développe donc cette notion dont tout le monde se souvient, je pense bien, qui est la phronésis, qu'on a ensuite transformée en la prudence. Bon. Mais on se souviendra peut-être aussi que chez Aristote, la question économique était également repensée. La question esthétique intervenait aussi. Bien sûr, l'argumentation, la rhétorique et la dialectique étaient tout à fait importantes chez Aristote. Donc, tous ces éléments-là sont des éléments de philosophie pratique aristotélicien. Bon, moi, je ne tiens pas du tout ici à être un aristotélicien. Une des grandes différences auxquelles on est confronté de nos jours, c'est le fait que, par exemple, au point de vue de la connaissance, alors qu'à l'époque d'Aristote, on pouvait estimer un savoir apodictique tout à fait possible et caractérisant la science, on sait de nos jours que souvent nous sommes confrontés à des savoirs vraisemblables et à des outils de type probabiliste et statistique et non pas à des certitudes apodictiques a priori. Donc, il y a une transformation fondamentale du savoir. Et John Dewey a discuté de cette affaire-là à plusieurs reprises. Dans The Quest for Certainty, il en a été question. Dans plusieurs de ses ouvrages, John Dewey était tout à fait avisé de cette transformation-là tout à fait importante de la connaissance à notre époque, depuis le début du 20e siècle notamment. Bon, tout à l'heure, je parlais de Melchior Cano, j'ai parlé de Cicéron également. La question de la topique, c'est-à-dire des lieux philosophiques, ça devient chez quelqu'un comme Cano l'espace d'un discours sur le discours qui est en même temps une discussion sur les lieux de la discussion, précisément. Donc, une théorie du discours, une théorie de sa structuration. Évidemment, dans la revue de littérature, on s'aperçoit assez rapidement que les gens qui discutent de philosophie pratique, la plupart du temps, le cœur de la discussion, ça va être l'élément éthique et l'élément politique, mais ça ne se limite pas à ça. Alors, comme je vous le présentais tout à l'heure, moi, je retiens, dans le cadre de la discussion présente, ces éléments-là. Donc, pourquoi l'épistémologie? Parce que, justement, quand on discute de climat aujourd'hui, il faut quand même préciser de quoi on parle. Il y a des notions qui sont importantes qu'il faut caractériser. Quand je parle de communication, je mets là-dedans à la fois l'aspect argumentatif et l'aspect rhétorique. L'aspect argumentatif s'occupant de l'inférence, donc l'inférence qui est basée sur des faits ou sur des données par rapport auxquelles on est capable de tirer des conclusions, alors que la rhétorique, elle, a beaucoup plus à voir avec le rapport avec des gens, avec des personnes avec qui on discute. Donc, je ne prends pas ici la rhétorique comme une stratégie de manipulation des gens, mais plutôt comme cette réflexion sur un discours situé qui s'adresse à des personnes. Et donc, ça rejoint profondément le dialogisme. La question éthique, bien sûr, je la verrai plus en détail quand je discuterai du projet. Je conserve cette double visée qu'on avait chez Dewey, d'avoir un niveau de discussion sur l'évaluation ou l'attribution de valeur spontanée et l'évaluation réflexive par la suite. Le niveau politique, on va voir comment il s'applique en particulier ou comment ce questionnement-là, j'essaie de le formuler à l'intérieur du projet qui m'intéresse.
la question esthétique, puisqu'il y a un enjeu de perception. L'esthétique, c'est une question de perception, c'est une question de sentiment, c'est une question d'expérience aussi, de comment on vit les choses. Or, on vit un territoire, on vit le climat, c'est une expérience qu'on fait du monde. L'aspect économique, parce que, bien sûr, on est dans une société complexe où les acteurs ont besoin, effectivement, de payer un certain nombre de choses, et donc ont besoin d'obtenir des revenus, et donc ont besoin d'être productifs et de dégager une certaine marge de manœuvre. Maintenant, on peut facilement avoir l'impression qu'on va répéter ici une sorte d'encyclopédisme philosophique nouvelle manière. Alors, pour l'éviter complètement, je remplace simplement, dans le schéma, l'expression philosophie pratique par l'expression agir au sens d'un champ de pratique. Donc, au fond, c'est de transformer ces éléments-là, non pas en un prétexte pour faire du discours, si vous voulez, très spécialisé en philosophie qu'on pourra envoyer dans des revues essentiellement académiques, quoique je ne refuse pas, bien sûr, le fait que la philosophie est un secteur qui existe dans l'académie, puis qu'il y a des publications. Puis je comprends bien qu'on est tous plus ou moins, enfin, ceux qui sont en philo, on est situés là-dedans. Mais en même temps, je pense qu'on peut très bien se servir, dans le fond, de ces lieux philosophiques, de ces questionnements, non pas comme des espaces de construction de savoir en soi, mais plutôt comme des espaces de questionnement concernant l'agir, concernant le champ de la pratique, comme tel. Donc, c'est un peu le tournant que j'annonce ici. Donc, ne serait-ce que pour l'aspect économique, je reviens brièvement là-dessus. On se souviendra que chez les anciens, donc l'économique faisait partie de la réflexion d'Aristote, bien sûr. C'était la domus aussi chez les Romains, mais souvenons-nous que la domus, la maison, elle était aussi liée à une culture des champs et à toute une économie de l'époque. Il n'est pas question ici de restituer comme tel. On se souviendra aussi que des gens comme Adam Smith, John Stuart Mill et Karl Marx ont tous été des gens qui ont fait de la théorie économique, très importante, et qui ont été marquants pour le développement de cette discipline-là, qui est devenue aujourd'hui une discipline qui s'enseigne dans les universités. Maintenant, on se souviendra aussi du fait peut-être qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui remettent en question l'économie dite néoclassique et qui repensent, qui tentent de repenser l'économie. Et pour moi, leur travail est une contribution importante pour la philosophie pratique d'aujourd'hui. Je tiens à le souligner. Donc, il n'y a pas de raison, autrement dit, qu'une philosophie pratique se prive de s'intéresser à la question de l'agir économique. Elle doit au contraire tenir compte de ça et l'intégrer. Pour ce qui est de la question de cette caractéristique interrogative de la pensée, j'ai déjà renvoyé à John Dewey, on en a parlé plus tôt dans la journée, la théorie de l'enquête de John Dewey, bien sûr, nous aide à comprendre comment on a affaire ici, non pas à des savoirs, mais bien à des champs d'interrogation. Mais on peut aussi se référer à Michel Meyer, professeur éméritus de l'Université libre de Bruxelles, qui avait développé une approche qu'il a appelée la problématologie, où dans le fond, pour lui, il expliquait que faire de la philosophie, c'est éventuellement, et c'est peut-être essentiellement, poser des problèmes. Donc, apprendre à problématiser, à poser des questions. Donc, je trouve que, évidemment, en plus de ces deux auteurs-là, il ne faudrait pas oublier que Socrate, dans le fond, même dans la tradition de la plus ancienne, était aussi quelqu'un qui pratiquait la question avec ses interlocuteurs. Bon. Donc, évidemment, travailler sur des questions comme la vie économique, comme la perception sensible et la connaissance et l'argumentation, bien sûr, la philosophie travaille sur ces questions-là, mais en même temps, on sait bien que l'expérience esthétique, l'expérience économique, l'expérience politique n'est pas uniquement le fait des philosophes, mais le fait de n'importe qui. Donc, il ne faut pas oublier non plus ça. Pour ce qui est du projet de recherche, parce que là, j'ai peu de temps devant moi, en fait, brièvement, alors je vais vous montrer un petit peu le titre officiel de ce projet. Ça s'appelle comme ça, « Stratégie durable d'adaptation au changement climatique à l'échelle d'une université. Quel processus de gouvernance et quelle démarche résiliente ?»
Je travaille là-dessus avec une urbaniste qui s'appelle Isabelle Thomas, qui est professeure à l'Université de Montréal. Notre projet a commencé en 2017 et se termine en 2020. C'est un projet de 3 ans, financé par Ouranos, par l'ITAX, le Centre SEV et la MRC de Memphremagog, qui est notre partenaire dans ce projet-là. Pourquoi parler d'adaptation? Écoutez, aujourd'hui, nous savons qu'il y a un problème avec les gaz à effet de serre. J'espère que tout le monde ici est avisé de ça. Nous savons qu'on fait notre gros possible pour réduire la production de gaz à effet de serre. Nous savons aussi que nous sommes assez peu efficaces de ce côté-là. Donc, il y a les objectifs qui ont été mis de l'avant à l'accord de Paris en 2015. Les pays sont assez poussifs dans leur avancée de ce côté-là. Alors, nous savons aussi que le climat est un système stationnaire, c'est-à-dire que même si on arrivait à 0 émission demain matin, les effets du changement climatique vont être encourus, ils sont déjà perceptibles sur le terrain. Donc, il devient donc une nécessité de penser aussi à l'adaptation. Alors, il y a les autres stratégies faisant appel à des technologies qui ne sont pas encore au point de capture et de storage du carbone, par exemple, ou des soi-disant émissions négatives. On va retirer des masses de CO2 de l'atmosphère. Tous ces éléments-là ne sont pas au point du tout et ne sont pas non plus, comme on dit en anglais, scalable, c'est-à-dire ça fonctionne à petite échelle, mais on n'est pas encore en mesure de dire on va appliquer ça largement. Donc, on n'a pas le choix vraiment de ne pas s'occuper d'adaptation, on doit s'en occuper. Maintenant, cette option vers l'adaptation repose sur des valeurs substantielles. En effet, il y a des enjeux de qualité de vie et d'habitabilité des territoires humains. Dit plus simplement, si nous voulons que la qualité de vie soit maintenue, tant pour nous, pour nos enfants et les leurs, que pour les vivants non humains qui se partagent tant bien que mal avec nous le territoire, quelque chose doit être fait pour améliorer l'adaptation. Cette adaptation, évidemment, doit aussi être une transformation. Il faut créer de nouveaux modes de vivre ensemble et de l'habitation du territoire. On voudra intégrer la visée d'atténuation, fondée sur le souhait de conserver un climat qui est une condition essentielle de la vie humaine, ce qu'on appelle la protection du climat. C'est en raison donc de cette valeur substantielle de territoire habitable que l'engagement pour l'adaptation a un sens au point de vue moral afin de renforcer la résilience des groupements humains et aussi de minimiser les souffrances évitables. À titre d'exemple, à Sainte-Marthe-sur-le-Lac, les personnes les plus touchées par les inondations du printemps 2019, en fait, on n'a pas encore d'études empiriques complètes, mais souvent, ce qu'on s'aperçoit, c'est que c'est les personnes les plus vulnérables, des personnes âgées qui vivent dans des maisons mobiles, des choses comme ça. C'est des conditions qui ne sont pas favorables à la résilience quand il y a des catastrophes comme celles qu'on a connues. Donc, il y a des valeurs de solidarité et d'équité sociale qui sont automatiquement aussi en question dans cela. Donc, responsabilité collective, je pense, qui est à construire. C'est une nouvelle pratique qui est en émergence un peu partout sur la planète. Nous, comme je le disais tout à l'heure, on est fondé sur une collaboration avec Ouranos, qui est un consortium de climatologie. Et puis, on travaille avec la MRC, étroitement, en collaboration avec eux. Et donc, c'est aussi un travail qui met en jeu une interdisciplinarité, en bien sûr, je dirais de mon côté, une philosophie pratique fondée sur la communication dialogique d'acteurs en réseau de gouvernance, avec les ressources de l'urbanisme et de la planification urbaine. Certaines autres expertises, notamment sur le climat, sur les eaux et en économie, agissent en appui également dans ce projet. Donc, il a fallu quand même un peu de temps pour le préparer. Je ne peux pas travailler sur tous les points dans cette présentation. Disons que dans le projet de recherche-action, il y a eu 2 phases. Il y a eu une première phase où on s'est concerté avec la MRC. On a dit quels sont les secteurs clés qu'on devrait inviter pour discuter et former ces gens-là, mais en même temps recevoir de l'information de eux, de ces gens-là. Et on s'est dit, finalement, c'est essentiellement, donc, premièrement, s'il y en a qui ne savent pas, donc, voici le sud du Québec, voici la MRC de Memphremagog, c'est un territoire comme celui-ci, qui se trouve être ici sur la carte. Donc, ce n'est pas un très grand territoire, mais en fait, comme le Québec est très grand, c'est quand même hyper vaste, je crois que c'est 45 000 km². Il y a là-dedans des grands lacs, comme le lac Memphremagog, il y a le lac Massawippi, il y a des villes comme Magog, Eastman, Sainte-Catherine-de-Haquier, Orford, Potton, etc. Donc,
C'est un espace de villégiature aussi important. Il y a des pentes de ski, il y a des chalets, il y a des campings, il y a des fermes, il y a des villes. Bon, il y a un paquet de choses dans ce territoire. Donc, ceci étant dit, on a donc il y a eu 2 phases du travail. On a commencé avec une première phase où on a créé une table régionale, mais elle n'a pas été convoquée tout de suite. On a convoqué 5 tables sectorielles dans les secteurs agricoles, tourisme, urbaine, sécurité civile et santé et services sociaux. Donc, les 2 instances que vous voyez, c'est la MRC et notre comité de supervision avec Ouranos. Puis finalement, une table régionale de l'adaptation au changement climatique qui était là pour permettre à tous ces gens-là de se rencontrer, d'échanger des résultats. Ça s'est concrétisé par des rencontres de travail structurées avec des analyses de vulnérabilité qu'on a mis sur table. On a fait travailler les gens là-dessus, pour avoir aussi de la rétroaction sur la valeur des analyses qui avaient été faites préalablement par notre équipe, en basé sur des outils comme la télédétection, les statistiques nationales et tout le reste. Donc, pour tenir en compte, en fait, à la fois la vulnérabilité territoriale, la vulnérabilité économique et sociale des populations et la vulnérabilité des territoires eux-mêmes. Parce que ça, si on habite sur un territoire inondable, bon là c'est physique, mais on peut aussi, comme je disais tout à l'heure, être pas une personne qui est très mobile, qui est isolée socialement, etc. Donc, il faut tenir compte de tout ça. Donc, on a commencé avec ça. Ça, c'était notre première phase pendant une année. Et ensuite, on est arrivé avec une deuxième phase où on a dit, les gens des tables sectorielles, c'est très sympa, c'est très bien de les avoir, mais en même temps, c'est souvent des partenaires usuels des représentants officiels politiques, par exemple les maires, n'est-ce pas? Parce que qu'est-ce que la MRC? C'est une municipalité régionale de comté qui regroupe 17 municipalités. Donc, ça veut dire qu'ils sont constitués par un conseil des maires. Et donc, ils ont des fonctionnaires, des gens qui travaillent avec eux. Donc, il y a toute une équipe de gens qui s'occupent de sécurité, justement, de problèmes urbains et tout le reste. Bon. Donc, c'est des gens qui sont, et même pour ce qui est du secteur agricole et du secteur touristique, c'est des gens qui sont des partenaires habituels de la MRC. Donc, on a dit, il faut aller chercher des gens un peu plus sur le terrain. Donc, on a institué ce qu'on a appelé des cafés climat au plan de certaines villes qu'on a sélectionnées. On a invité des gens, on a tenu ces cafés, au mois de mai dernier, on vient de les réunir. Et ça a été très intéressant parce que là, on a obtenu des informations beaucoup plus ciblées, beaucoup plus locales. C'était vraiment bien. Et là, la dernière phase, ça va être l'équipe de recherche avec la MRC. On va réunir à nouveau toutes ces tables pour être capable de faire le point avec eux d'où est-ce qu'on en est. Donc, je vous fais un portrait un petit peu général. Maintenant, je voudrais en venir à les éléments dont je parlais tout à l'heure. Je reviens donc à mes questions, dont je disais qu'elles sont un peu la clé d'une philosophie pratique. Bon. Questionnement épistémologique, plusieurs éléments là-dedans. Conclusion. J'en ai encore pour 1 heure. Bon, je vais aller rapidement. Le concept même de climat, au niveau épistémologique, n'est pas évident pour les gens. Les gens confondent climat et météo. Le climat, c'est un construit complexe qui fait appel à un ensemble de facteurs, qui construit des moyennes sur différentes échelles régionales. Donc déjà, s'approprier convenablement ce concept-là, qui fonctionne sur une base probabilitaire et statistique, avec une multiplicité d'outils de mesure. C'est pas si évident que ça. Et dont l'élément temporel de référence est souvent la décennie ou le siècle, ou disons le mois ou l'année. Bon, et non pas demain matin, est-ce qu'il va faire beau, est-ce que je vais pouvoir aller dans le champ pour planter mes carottes. T'sais. Donc, on n'est pas du tout à la même échelle. Premier élément. Deuxième élément, cette question des énoncés probabilistes dont je parlais tout à l'heure. Traditionnellement, on veut du blanc ou du noir. C'est certain ou c'est pas certain. Mais qu'est-ce qu'on fait avec une probabilité de 92%? Qu'est-ce qu'on fait avec du 94%? Est-ce qu'on attend d'avoir le 100% avant d'agir? Ou on pense que 94, ça commence à être pas mal important comme probabilité. Donc, il y a un débat proprement épistémologique là-dessus, qui n'est pas tellement mené, parce qu'il y a des gens qui sont des partisans du 1. Si c'est valeur 1, c'est du savoir, puis si c'est pas valeur 1, c'est pas du savoir. Je ne suis pas en accord avec ces gens-là. Peut-être être clair? Bon. Mais c'est une discussion qui existe. Je vais aller plus vite pour les autres éléments. Donc, autrement dit, on remet en question une vision absolutiste de la vérité ici, dans une conception pragmatiste, et on dit, il y a place pour du vraisemblable, il faut rétablir la valeur du vraisemblable.
Bon, il y a les questions d'expertise. On en a parlé tout à l'heure. Je veux dire, on est confronté au rapport entre des savoirs experts et des savoirs non experts. Moi, dans certains de mes textes, j'ai déjà introduit la notion d'expertise pratique, d'expertise de terrain. Des gens qui sont dans la sécurité publique depuis 25 ans sur un territoire, ils ont un savoir effectif. Des gens qui gèrent des pistes de ski depuis 25 ans, ils ont une expertise. Alors, c'est des professionnels, ce ne sont pas nécessairement des universitaires patentés, mais ils ont quelque chose à dire. Et aussi, d'un point de vue dialogique, quand on fait le travail avec ces équipes-là, nous, la première chose qu'on fait, c'est de donner la parole à ces gens-là, puis les faire parler de l'expérience qu'ils ont concrètement des changements. Or, ils en ont une expérience très concrète, ils les voient, ils les ont vus déjà sur le terrain, notamment un fait qui est ressorti à toutes les réunions, le décalage des saisons, c'est-à-dire que, notamment dans notre territoire à nous, on a, comme vous le savez, des hivers qui traînent depuis longtemps, des printemps froids, et l'été a tendance à déborder sur le mois de septembre et le mois d'octobre. Et ça pose toutes sortes de problèmes sur le terrain. Et les gens le savent, ils le disent. On n'a pas besoin de leur bourrer le crâne avec ça. Eux-mêmes sont en mesure de nous le dire. Puis il y a d'autres exemples comme ça. Donc, ça, c'est un élément important au niveau épistémologique, puis qui a aussi une composante politique, évidemment. Donc, on adopte un peu un modèle à la Calon, Lacombe et Barthes également, une sorte de forum hybride, mais qui est comme étalé, distribué d'une autre façon que juste dans un groupe comme tel. Je suis obligé de passer vite. Il y a plein de choses. Je vais essayer de publier ça quelque part, là. Bon, j'en viens à l'aspect économique. Je vais aller vite là-dessus. Je veux dire, une région comme celle-là, c'est une gentrification, c'est une industrie touristique, c'est une industrie vieillissante aussi, la vieille industrie du 19e siècle qui est presque disparue, remplacée par quelques start-up dynamiques de la nouvelle économie, mais il y a aussi, surtout un secteur agricole, il y a un secteur touristique qui sont les éléments les plus importants. Si on met en parenthèse tout ce qui est fonctionnariat, c'est-à-dire les gens qui travaillent pour la santé, qui travaillent pour l'éducation, qui travaillent pour les municipalités, etc. Donc, mais ces éléments, ces personnes-là, évidemment, font aussi partie de la vie économique du milieu. Donc, on tient compte de ça. Le questionnement communicationnel, c'est celui dont je vous parlais tout à l'heure. On ne peut pas se contenter simplement d'une connaissance scientifique proclamée d'un point de vue de savoir, mais il faut aussi être capable de reconnaître le savoir des gens, donc opérer un dialogisme avec eux à ce niveau-là, et donc avoir non seulement un souci de produire des inférences valides qui vont passer la route des revues scientifiques, mais surtout d'avoir un discours audible et compréhensible pour des gens. Donc, c'est une préoccupation qu'on a d'une manière explicite dans le projet. Et que c'est évidemment moi qui suis un peu le porteur de cette question-là. Donc, les acteurs de municipalité, effectivement, c'est pas un congrès de spécialistes, puis c'est pas non plus une assemblée de philosophes. L'aspect esthétique, c'est la perception sensible, précisément, c'est l'attachement au territoire. On s'aperçoit qu'il faut construire l'appartenance au territoire aussi. Elle existe déjà, cette appartenance, mais il faut aussi la construire et la nourrir. La MRC, ça reste une entité relativement abstraite dans le paysage administratif québécois. C'est pas comme le village ou même la grande ville. Donc, les gens doivent développer leur sentiment d'appartenance, puis trouver un espace pour exprimer comment ils vivent aussi leur paysage, puis comment ils vivent leur patrimoine urbain, puis quel sens ça a pour eux. C'est très important de faire une place à ça. Questionnement politique, donc je vous le disais tout à l'heure, 17 municipalités, un paquet de ministères qui ont chacun leur tâche. Dans notre cas, évidemment, la sécurité publique, l'environnement, l'occupation du territoire sont les trois principaux, mais il y en a d'autres. Le fait qu'on travaille avec des représentants élus, ça c'est important. Donc, mais il y a aussi des gens qui travaillent pour ces administrations-là, qu'on veut intégrer aussi dans le processus. Dans une vision où on considère le pouvoir comme quelque chose de distribué dans la société, donc il y a une théorie de la gouvernance qui est en place là, où on dit les ONG et les acteurs de la société civile ont leur place, et également les acteurs économiques. Alors évidemment, on ne veut pas se faire noyauter par personne, mais plutôt que de voir la gouvernance comme une espèce de processus de privatisation, ce qu'elle n'est pas, il
il faut plutôt la voir comme un élargissement de la sphère politique, c'est-à-dire une ouverture de la sphère politique à la participation des gens qui constituent la vie de la société. Puis aménager, dans le fond, cette participation-là le mieux qu'on le peut. Questionnement éthique. Donc, je vous ai déjà parlé des valeurs concrètes de l'attachement au territoire. Il y a la question de la protection de l'habitabilité de ce territoire. Si on ne travaille pas sérieusement sur ces questions d'adaptation, on se ménage des souffrances et aussi à nos enfants et à nos petits-enfants. Donc, quelque chose, il y a un enjeu là important. Nous, on a conservé, j'achève, soyez patients, ça ne sera pas long. Sur le côté prise de décision, on a conservé un petit quelque chose de notre professeur Georges Legault. En tout cas, dans ce projet-ci, moi je dis, ce serait intéressant d'arriver quand même à un minimum de prise de décision qui se traduirait par le schéma d'aménagement. En fait, les MRC doivent produire régulièrement un schéma d'aménagement qui doit être mis à jour et révisé. Or, c'est en 2020 qu'ils doivent produire un nouveau schéma d'aménagement et on aimerait que dans ce nouveau schéma, ils aient intégré un certain nombre de décisions concernant l'adaptation. Est-ce qu'on va réussir? Je ne le sais pas. Notre projet a une composante très expérimentaliste où, dans le fond, c'est ouvert à l'essai, à l'erreur. On peut se tromper sur un certain nombre de points. Donc, on n'est pas infaillible, nous, contrairement à certains papes du 19e siècle qui pensaient qu'ils l'étaient. Donc, on peut faire des erreurs, puis si c'est le cas, on apprendra de nos erreurs. Bon. Mais, bref, qu'est-ce que j'ai encore à dire? Conclusion. Ben voilà. Donc, pour conclure, la seule façon d'avancer, c'est certainement de poser des questions. Et voyez-vous, j'ai essayé de vous montrer comment le questionnement épistémologique, le questionnement éthique, correspond à des domaines empiriques de problèmes qu'on est capable de repérer. Donc, je vous parlais de l'aspect éthique, j'ai parlé de l'attribution de valeur spontanée, mais l'autre phase qui est plus difficile, c'est quand il y a des choix à faire, évidemment. C'est-à-dire que à un moment donné, il faut prioriser. À un moment donné, est-ce que ça va être le moyen de long terme qui va l'emporter ou si c'est le court terme? Ça, c'est des choix éthiques, c'est de la priorisation. C'est pas facile, c'est pas évident. Je pense que ça fait partie des problèmes auxquels on est confronté sur le terrain. Sans question, pas de réponse. Et d'ailleurs, on ne comprendra pas le sens d'un énoncé si on ne se rapporte pas aux questions qui l'ont fait naître. Donc, à mon avis, en se mettant au service de projets d'action basés sur des valeurs substantielles, la philosophie redevient ce qu'elle est, soit une pratique sociale. Ce qui n'enlève pas, mais explique mieux le sens de la théorisation. Puis, en même temps, on peut avoir un engagement substantiel sans pour autant avoir une vision étroite. C'est-à-dire que la question de savoir de quelle façon convient-il d'agir dans telle et telle situation demeure entière. Mais la question de savoir si on veut préserver un espace de vie habitable sur la Terre, je pense que c'est une valeur qui est non négociable. Complètement non négociable. Donc, pour moi, c'est un engagement substantiel. Donc, dans ce que je viens de vous dire, en fait, là, vous n'avez pas eu l'entièreté du texte, mais de fait, j'ai dit des choses sur pas mal tous ces éléments-là. Puis, il y a un certain nombre de recoupements. C'est pour ça qu'il y a des flèches. Bon, regardez, je ne vais pas vous décortiquer ça en cette fin d'après-midi, là, mais sachez qu'il y avait des points de recoupement entre communication et épistémologie. Il y en avait aussi entre éthique et politique. Bref. Voilà. Donc, quand on aura une version écrite, peut-être que vous pourrez entrer dans le petit détail de mon argumentation. Merci beaucoup.